Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux, forcément, pour ceux à qui on ne l'a pas encore dit, meilleurs vœux pour 2024, chers amis auditeurs, supporters. Bienvenue dans En Avant Match. C'est votre nouveau rendez-vous les vendredis de veille ou d'avant-veille de match, cher Gaëtan Pinel, parce que, Rennes, c'est après-demain. Et oui, Comment c'est ça? dimanche, on commence la saison, l'année 2024 par un match le dimanche, comme si on était un petit peu en Ligue 1 finalement. En tout cas, l'horaire, le jour, il laisse penser, puis surtout l'adversaire, évidemment, avec le Stade Rennais. Ah oui, ça va nous rappeler de très très bons souvenirs. Match à suivre évidemment sur Alain-Guingampès, donc on vous le rappellera et vous le savez de toute façon. Sur Facebook, c'est sûr, si le réseau ne suit pas, et si le réseau suit, eh bien on sera également sur YouTube et sur Twitch avec tout notre habillage habituel et puis les programmes avec l'avant-match comme vous avez l'habitude maintenant depuis le début de la saison. Et on vous salue parce que là, on est en train de faire des visites durant toutes les fêtes et il y a pas mal d'auditeurs, de spectateurs qui viennent nous voir. Alors, cette émission, donc, va parler de plusieurs sujets différents tout au long de cette demi-saison. On espère continuer au-delà, bien évidemment. Et là, donc, vous voyez en bas de votre écran les différents thèmes qui seront abordés avec, en fil rouge, Stéphane Dumont, l'entraîneur d'En Avant, qui est notre premier invité pour cette émission 1 d'En Avant Match avec le mercato, avec la première moitié de saison et puis évidemment Rennes avec un petit défi, vous le voyez tout en bas, le quiz, Gaëtan Pinel. On ne s'est pas concerté, hein, Tout est mais on va prêt. voir. Ouais, ça, on va se chamailler un petit peu chacun de son côté pour savoir qui est le meilleur d'entre nous au quiz. Moi, j'ai très peur de tes questions. On y reviendra. On parle donc de mercato. L'actualité de la semaine, vous l'avez vu, c'est le départ de Gaëtan Courtet du côté de Dunkerque. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont en train de rythmer l'actualité. La probable non-prolongation de Maxime Silvis et la prolongation, oui ou non, de Stéphane Dumont. Eh bien, tous ces sujets sont abordés maintenant avec l'entraîneur de Guingamp. Bonjour Stéphane, tout va bien? Bonjour à tous. Ouais, tout va bien, tout va très bien. Je crois que tu nous en avais parlé après le match d'Angers, qu'il y avait pourquoi pas une possibilité de recruter un joueur dans le secteur offensif. Est-ce que du coup, un éventuel départ de Courtet nous amènerait à avoir peut-être deux recrues? Et si oui, quels sont les profils recherchés? Bon, il y a plein de possibilités en fait. Je pense pas que ce soit lié au départ enfin, d'un profil particulier. On cherchait déjà un joueur à vocation plutôt offensive. Euh, voilà, un joueur un peu plus complet sur le front de l'attaque avec une capacité de pouvoir jouer dans les couloirs, d'avoir de la verticalité, ce qui nous manque par moment. Je pense qu'Amadou Sagna est certainement celui qui nous en amène le plus. Maintenant, c'est un joueur encore brut, encore jeune, qui a besoin de continuer à grandir. Et c'est vrai que sur le début de saison, on l'a beaucoup utilisé, pardon. Et je pense qu'avoir un profil dans son registre, mais malgré tout un peu différent, peut être une alternative intéressante dans ce qu'on propose. Et après, il faut que ça soit corrélé avec les possibilités du moment, les possibilités financières, les possibilités, voilà, d'opportunités qui peuvent se présenter à nous. Donc ça, c'était la première idée. Et après, c'était dans notre réflexion d'avoir peut-être la possibilité d'avoir un joueur un peu plus créatif, voilà, quelqu'un qui puisse nous amener quelque chose de différent aux abords de la surface. Il faut qu'on arrive à peser le pour et le contre et en même temps être capable d'avoir de vraies opportunités, ce qui n'est pas facile en plein mois de janvier. Du coup, si départ de Courtet, est-ce qu'il y aurait une opportunité, enfin, est-ce qu'il y aurait un désir d'avoir un autre joueur ou on partirait avec d'autres? Enfin, est-ce que par exemple, Non, Siwe je pense que pourrait la question, avoir encore plus de ouais, place? ouais, ça, bon, forcément, ça donne un peu plus de place. Maintenant, est-ce que ça donne un peu plus de place pour pouvoir avoir, ça donne un peu plus de place à certains pour pouvoir s'exprimer davantage. Voilà, je pense que c'est lié aux opportunités qu'on est possible d'avoir déjà. Je pense que c'est la base. Est-ce qu'on est capable d'amener euh, un bol d'air, du sang frais dans ce secteur qui, malgré tout, aura un joueur d'expérience en moins et a quand même, dans le registre purement offensif, des joueurs qui sont en développement, en phase de développement. Quand je pense à Amine, quand je pense à Hugo, quand je pense à Jacques Siwe, quand je pense à Taylor, quand je pense à Amadou, ce ne sont pas des joueurs de 17-18 ans, mais ce sont de jeunes joueurs qui découvrent la Ligue 2, qui sont encore bruts, qui ont besoin de grandir. Donc, il faut qu'ils soient bien accompagnés, mais il faut
qu'aussi on leur donne la possibilité de grandir. On a vu aussi dans la presse que Maxime Sivis pourrait ou devrait ne pas continuer l'aventure au-delà du mois de juin avec Guingamp. Est-ce que ça remet quelque chose en question par rapport là au mois de janvier? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est lié contractuel. Enfin, c'est des situations liées au contrat, aux envies des uns et aux envies des autres, de garder, de ne pas vouloir rester. Il y a des choses à appréhender malgré tout sur l'instant pour être performant et à l'inverse sur la progression du club et sur la suite. Voilà, on l'a vécu l'année dernière avec Jules Godin où on lui a donné l'opportunité d'eux et puis pour qu'il puisse aller s'exprimer ailleurs en fin de saison. Il faut qu'on arrive à une nouvelle fois corréler la performance du moment, mais aussi de préparer la suite. Donc, à l'heure où je vous parle, ça n'a aucun impact. Ça reste des choses classiques dans le foot. Mais on verra un peu l'évolution courant seconde partie de saison. Et forcément, quand on parle de fin de contrat, on en arrive à toi. À ton cas, on a eu la version du président dans l'Ouest France, le Télégramme, etc. Toi, où est-ce que tu te situes là en janvier 2024? Ton contrat prend fin en juin. Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que ça dépend d'autres paramètres? Là, à l'instant T, quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Non, moi, c'est ce que je vais le répéter, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais voilà, la volonté du président, elle est intéressante, elle est importante, et il y a de la fierté, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, je suis focus sur la deuxième partie de saison, et sur ma saison, et sur notre saison. Aujourd'hui, j'ai toujours fonctionné étape par étape, et aujourd'hui, je pense que le meilleur moyen d'être engagé à 100% sur la saison, c'est de se concentrer simplement sur celle-ci et de pas aller au-delà. Voilà, maintenant, je me sens très bien ici, je suis épanoui ici, mais j'ai envie que l'équipe continue à grandir, que le club continue à grandir, que moi, je puisse continuer à grandir aussi. Et donc, une nouvelle fois, à l'image de ce que je disais avec les joueurs, avec le cas de Gaëtan, le cas de Max, le cas des possibilités du mercato, il faut malgré tout des choses soient corrélées et s'imbriquent les unes avec les autres pour continuer simplement à mener un projet et de continuer à avancer, que ce soit sur un plan purement collectif, mais sur un plan personnel. Donc aujourd'hui, sincèrement, je me sens très bien ici, mais je pense que c'est pas encore le moment de pouvoir exprimer plus que ça. Voilà donc pour la première partie de cette interview de Stéphane Dumont. On le réentendra tout à l'heure sur la première moitié de saison et puis sur Rennes. Gaëtan, qu'est-ce qu'on peut dire là, de ce mercato en ce vendredi? Courtet, on ne l'a pas franchement vu venir, mais ce n'est pas non plus une surprise. Voilà, il était très peu utilisé, très peu titulaire. Alors, il a joué tous les matchs, mais très peu en tant que titulaire. Qu'est-ce qu'on retiendra de Gaëtan Courtet à Guingamp? On retiendra, je pense, quand même un joueur qui a donné, qui s'est battu. Alors, oui, avec des qualités qui plaisent ou non, un profil qui plaît ou non, mais un joueur qui, malgré tout, s'est battu, qui a marqué quand même 13 buts, hein, toutes compétitions confondues en un an et demi, dont 10 en Ligue 2 la saison passée, ce qui est quand même pas mal. On n'en a pas eu beaucoup ces dernières années à atteindre les 10. Il y avait eu Franz Di Piero, je crois que c'était le seul d'ailleurs depuis la descente en Ligue 2. Donc, c'est quand même à mettre à son crédit. C'est un joueur qui a toujours donné ce qu'il avait. Il était arrivé avec cette étiquette du joueur qui s'était un peu embrouillé avec les supporters lorsqu'il était ajaxien. En le Corse. C'est ça, avec Guingamp. Tout ça avait été très vite mis à plat et on l'a tout de suite vu vraiment se mettre derrière ses nouvelles couleurs lorsqu'il était arrivé en août 2022. Voilà, ça reste un joueur qui, c'est vrai, ne laissera pas un énorme souvenir peut-être parce que quand on part aussi comme ça en milieu de saison, on part des fois un peu de manière très discrète, mais malgré tout, qui aura donné, et qui aura marqué quand même 13 buts, ce qui est pas mal quand même. Et puis avec la question, forcément, on savait que Guingamp cherchait et se cherche un attaquant, en tout cas un profil offensif. Stéphane Dumont parlait d'un joueur capable de prendre la profondeur, un peu comme Sagna. Pourquoi pas aussi d'un joueur au profil un peu plus fin techniquement. Est-ce que toi, tu as 2-3 pistes de joueurs? Moi, j'en avais une et qui est d'ailleurs ressortie dans la presse comme potentielle piste, qui apparemment n'est pas prioritaire. Je crois que c'est nos amis d'Ouest France qui l'ont mis. C'est Pablo Pagis Ouais. de Lorient. Je voyais bien, moi, ce profil-là venir en avant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir, mais apparemment, il y a peut-être d'autres
pile Ouais, il y a peut-être d'autres noms, en effet. Oui, c'est ce genre de profil-là. En plus, lui, il a l'avantage de pouvoir jouer sur un côté, mais aussi en pointe. Il a beaucoup joué en pointe avec la réserve de Lorient en N2. Il a joué un peu plus sur le côté parfois à Nîmes. Il a eu l'année dernière, différentes utilisations en fonction des coachs, et notamment Fred Bompard d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'à Lorient, il a joué en début de saison. Il a peu à peu disparu. Ouais, c'est un joueur qui peut convenir parce que c'est un genre de percussion quand même. Et malgré tout, aussi qui a un côté dribbleur, provocateur, qui peut être assez fin aussi face au but. Donc ouais, je pense que c'est un joueur qui peut convenir. Pablo Pagis, alors lui ou un autre. Si c'était un autre, je ne sais pas trop qui pourrait arriver. Mais je ne serais pas surpris de voir un joueur arriver peut-être aussi de plus bas. Il y a eu le nom de Fares Gedjemis qui avait circulé. Il est parti en Italie. Mais un joueur dans ce profil-là, arrivant de plus bas comme El Ouazzani il y a un an, de National par exemple, Ouais, te le dire, ouais. sans qu'il y ait forcément de nom, mais dans cette idée-là, en tout cas dans cette démarche-là, ouais. Et puis bon, vous avez entendu aussi Stéphane Dumont par rapport à sa situation. Voilà, on botte en touche, on attend la fin de saison, on verra de toute façon s'il y a quelque chose à jouer pour les Guingampais. Justement, on va parler de cette première moitié de saison. Gaëtan, question pour toi. Alors, on voit le classement à l'image. Qu'est-ce qu'on peut Ouais. retenir de cette première partie de saison? Il y a un fait, c'est que Guingamp est dans la lutte. Ce Mm. n'était pas forcément le cas les 2 précédentes années, mais on a l'impression quand même que Guingamp aurait dû avoir beaucoup plus de points qu'il n'a aujourd'hui. Ouais, ce que je regrette, moi, c'est surtout le dernier mois avant Noël, enfin le dernier mois, les 4 derniers matchs. Qui se sont joués un peu de manière condensée, les 4 de Ligue 2. Il y a une victoire pour 3 défaites. Et alors oui, il y a eu des points de perdus avant, mais on pouvait se dire justement que ces points perdus-là, Guingamp aurait peut-être bénéficié davantage, aurait su peut-être mieux mener cette dernière ligne droite avant la trêve. Et finalement, une seule victoire, 3 défaites, dont 2 à domicile, sur des matchs où l'adversaire, une nouvelle fois, n'a pas eu grand-chose. Concarneau, c'est un tir cadré. Le Paris FC, ça doit être quelque chose dans le genre, ou peut-être un tout petit peu plus, et avec ce but sur penalty. À Angers, il y a eu beaucoup d'occasions aussi pour au moins prendre un point. Bon, je trouve que alors, non pas que les matchs aient été mauvais, mais que, une nouvelle fois, Guingamp n'a pas réussi finalement à faire basculer les choses en sa faveur. Et je me disais que voilà, sur cette dernière série-là, Guingamp aurait peut-être pu apprendre un peu plus des 15 premières journées pour fructifier cela ensuite. Mais bon, Guingamp reste dans le coup, avec quand même un peu de retard quand même. Alors, qu'en pense Stéphane Dumont? Vous allez voir son petit bilan, mais aussi ses projections sur la suite. C'est maintenant, c'est la majeure partie d'en avant-match. L'interview de Dumont par rapport à cette première moitié de saison. Vous êtes 8e à mi-parcours, à 4 points du 5e. Quelle est l'ambition là, de cette deuxième moitié de saison? Est-ce que ça passe par… est-ce que c'est d'abord par rapport au contenu ou forcément le classement va avoir une part de plus en plus importante aussi? Non, le premier objectif, enfin, je l'ai toujours dit, c'est de continuer à s'accrocher et de faire en sorte qu'à 10 journées de la fin, on ait toujours la possibilité et l'envie de jouer quelque chose en fin de saison. Ça, c'est factuel et c'est le cas. Voilà. Après, c'est de continuer à faire avancer l'équipe, voilà, de manière purement collective, d'être beaucoup plus performant. Je considère que ce qu'on a fait en termes de contenu sur le terrain sur la majeure partie de la première partie de saison est très intéressante. Je pense qu'on n'a pas été payé à la mesure de ce qu'on a fourni. Malgré tout, je pense qu'on ne s'est pas récompensé, nous non plus. Je pense qu'on a, à l'image des 2 derniers matchs, où je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs en termes d'investissement, en termes d'état d'esprit, en termes d'abnégation. Mais je pense qu'avec un peu plus de justesse, de réussite, de faculté à être tranchant dans des moments importants, que ce soit sur un plan purement offensif ou défensif, on aurait été bien plus dans les clous que ça. On parlait du mercato tout à l'heure, mais je pense que le meilleur moyen de continuer à avancer par moment, c'est de trouver le petit détail qui fera la différence, mais c'est aussi la faculté à persister dans ce qu'on fait de bien. Et je considère que voilà, si on avait simplement ôté les 3 derniers jours avec ces 2 derniers matchs, voilà, la première partie de saison était de bonne facture. On a eu une série de 10 ou 12 matchs sans défaite. On est la 2e meilleure défense du championnat. Il y a plein de choses qui ont évolué au regard de la saison dernière, dont on ne se rend pas forcément compte quand on est le plus grand nombre.
Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des garçons qui continuent à grandir. Il y a des garçons qui s'émancipent. Après, il y a des choses qu'on fait un peu moins bien aussi. Je trouve que notre capacité à être performant dans les couloirs, notamment sur un plan offensif, est moins bonne que les 2 saisons précédentes. Je trouve qu'on est moins décisif, on est moins efficace dans notre capacité à créer, pas forcément à créer du danger, mais à valoriser le danger qu'on amène dans les couloirs. Voilà, on a perdu un garçon comme Lee Voland qui a fait 10 buts, 10 passes D dans les couloirs l'année dernière. Aujourd'hui, on a du mal à retrouver ça en termes de stats purs. Et donc, du coup, il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus performant dans les couloirs. Il faut qu'on continue à être une équipe qui prône l'envie d'avancer, d'aller chercher haut, d'agresser, parce que c'est notre façon de faire. Et aujourd'hui, on est l'équipe qui récupérons le plus de ballons dans la moitié adverse, dans les 30 derniers mètres adverses de l'adversaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, il faut que ça nous serve. Je considère qu'on n'en bénéficie pas assez, on n'en profite pas assez à la récupération. Voilà, il y a tout ça. Donc, je pense qu'on doit mieux gérer des tempos de match aussi. Les coups de pied arrêtés. Voilà, il y a pas mal de petits détails qu'on doit essayer de faire basculer. Maintenant, voilà, on a réussi à mettre des buts, on en concède peu, on concède peu de situations, on se procure énormément. Je pense que c'est lié aussi à une question d'efficacité dans les 2 surfaces. Donc, on a envie de continuer à évoluer là-dedans, tout en essayant d'amener des subtilités sur la deuxième partie de saison. Alors, l'inefficacité offensive, on en a déjà parlé, quasiment après chaque match, on te lance là-dessus. Mais on voulait surtout s'intéresser à la défense parce que sur tes 2 premières années de mandat, on voit une équipe parfois déséquilibrée, fragile, etc. Tandis que là, tu le disais, vous êtes la 2e meilleure défense du championnat. Alors, il y a des explications, notamment le fait d'avoir trouvé une charnière centrale complémentaire, le Meunier-Gomis qui a franchi un ou plusieurs caps cette saison. Mais comment, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est comment, par exemple, cet été, vous avez construit ça, vous avez fait Non, ce chantier pour en arriver aujourd'hui à être beaucoup plus solide et à très peu concéder d'occasion. c'est ce que je disais. Je veux dire, on a des réflexions, on se remet en question, on a des analyses, et puis après, on essaye d'avancer là-dessus. Malgré tout, les saisons précédentes et la saison dernière, enfin, c'est dans les stats, hein, c'est factuel, on concédait peu aussi. Par contre, on encaissait sur des grossières erreurs, sur de choses délicates. Voilà. Aujourd'hui, on a essayé de construire une capacité d'organisation du pressing et la volonté de le faire beaucoup plus haut sur le terrain pour avoir moins la possibilité de subir dans nos 30 derniers mètres ce qu'on aime moins bien faire, de par les profils de nos défenseurs. Après, oui, il y a une charnière Gomis-Lemonnier malgré tout qui Pierre est là depuis que je suis ici, Dona est là depuis 1 an et demi, et malgré tout, avec la blessure de Pierre, les aléas de Dona n'ont jamais eu la possibilité de jouer beaucoup ensemble. On voit que depuis le début de saison, c'est factuel, à chaque fois qu'ils sont alignés, malgré tout, on arrive à engendrer beaucoup plus de solidité déjà. Et puis après, je trouve que dans notre structure, dans la capacité à chacun à être dans le détail, à faire les efforts, on est beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. On a une réflexion sur l'axe ballon-but beaucoup plus prononcée. Et donc forcément, ça rejaillit. La capacité à aller chercher haut, à amener du contre-pressing chez l'adversaire, ne pas laisser respirer l'adversaire aussi très haut sur le terrain, nous amène à défendre loin de notre but aussi, beaucoup plus que les saisons précédentes, ce qu'on voulait, pour éviter justement d'être trop ramené aux abords de notre surface. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont passées dans ma tête, qui sont passées dans nos têtes en termes d'analyse, de réflexion et la capacité à vouloir avancer. Aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, on avance de tous les côtés. Aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, sur les 2 premières saisons, on a mis énormément de buts, mais on en a pris beaucoup. On n'est pas plus bête que les autres, on essaye d'avancer, on essaye de se construire et on essaye de progresser. Et dans ce domaine-là, on a progressé. Je crois que sur l'année civile en 2023, il n'y a qu'une équipe qui a pris moins de buts que nous. Donc sur les 2 demi-saisons cumulées, je trouve que c'est une vraie progression aussi. Après, c'est lié à une question d'efficacité. Si on est capable de continuer à faire ça et d'être juste et efficace sur un plan offensif,
il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à gagner des matchs. Mais oui, c'est lié au progrès de joueurs sur un plan purement individuel, mais surtout sur la structure et l'organisation de l'équipe, pardon, qui est, je trouve, encore plus performante dans ce domaine-là. Il y a aussi quelque chose qu'on a remarqué, ce sont les blessures. La stat est sortie, je crois que c'est nos amis de Malick 2 qui ont mis ça en exergue. Tu n'as utilisé que 21 joueurs depuis le début de saison. C'est le plus petit nombre en Ligue 2, même plus petit nombre de titulaires différents. Il y en a eu 19. On en a beaucoup parlé l'année dernière parce qu'il y avait souvent des matchs où il y avait 5, 6, 7 absents. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison ou autre? Est-ce qu'il y a eu des ajustements ou c'est juste un coup, un coup de chance? On a eu aussi quelques joueurs qui ont parlé de leur hygiène de vie. Est-ce que vous avez appuyé un petit peu plus sur ça aussi pour être un peu plus à l'abri de ce genre de mésaventures? Bien sûr, on a progressé une nouvelle fois, à l'image de ce qu'on a dit en termes d'équipe, en termes de structure, sur la qualité à être plus structuré, à être moins perméable. On a avancé aussi de ce côté-là. Ce qui nous a fait défaut, c'est de prendre beaucoup de buts les saisons dernières, mais beaucoup de buts parce que nos défenses changeaient tous les week-ends. On a dû même jouer avec des jeunes de la réserve à un moment donné parce que des joueurs étaient sur le côté. Donc oui, on a aussi avancé dans ce domaine-là parce que c'est une répercussion importante sur le week-end, sur le match, et en termes d'hygiène de vie, mais en termes d'organisation et de structure purement médicale, on a avancé, on a mis beaucoup plus de rigueur, on a mis beaucoup plus de choses en place, moins de place au hasard. Par exemple. Beaucoup plus de présence, beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus d'attention dans l'identification des bobos, dans la connaissance du joueur. Voilà, il a fallu qu'on passe par ces moments-là pour faire en sorte qu'aujourd'hui, je puisse avoir le choix et au contraire de subir ça. Donc ça arrive, on sera pas à l'abri, on n'est pas à l'abri malgré tout, on a vécu des grosses blessures depuis le début de saison. On a Abdallah qui s'est fracturé le tibia, on a Lenny Valier qui s'est fait les croisés. Mais c'est vrai que les petites blessures du quotidien, même si elles peuvent rejaillir à tout moment, fait en sorte qu'on puisse bénéficier malgré tout de l'ensemble de l'effectif le plus souvent du temps, gâché par moment par le trop de cartons et le trop de suspensions, ça c'est une certitude. Donc on n'en bénéficie pas assez malgré tout, parce que je considère que le gain qu'on avait gagné sur la capacité à être quasiment là tous les week-ends, on le perd un peu par le beaucoup de suspensions malgré tout depuis le début de saison. Oui, non, c'était un axe de progression du club, certain. Et donc, dans ce domaine-là, je pense qu'on peut mieux faire encore, mais on a avancé. Et voilà, donc ça, c'est aussi des choses que pour le plus grand nombre, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de progressions qui, de toute manière, serviront au club. Si ce n'est pas maintenant, ça sera dans un futur très proche. Dernière chose sur la deuxième partie de saison, on en parlait aussi à Angers. Là, on a fait un petit peu les calculs. Depuis que tu es là, vous avez pris toujours plus de points en deuxième partie de saison, voire même beaucoup plus de points. 21-22 plus 10 points de plus qu'en phase retour qu'en phase aller. Et 2022-2023, plus 7. Mais ce qui a été aussi assez notable, c'est que phase aller, vous finissez 13e et phase retour, vous êtes 6e. Comment t'expliques ça? C'est le fait que vous arriviez assez vite à corriger les petits défauts qu'on voit à gauche, à droite sur la première moitié de saison? Moi, j'espère que ça sera le cas. Une nouvelle fois sur cette deuxième partie de saison. Je pense que c'est peut-être la façon d'identifier au fur et à mesure de la saison certaines choses. C'est un groupe qui a besoin qu'on soit tout le temps avec lui. Voilà. On doit tout le temps. Et en même temps, la somme d'informations est difficile à appréhender. Et en même temps, ils ont besoin de cette somme d'informations en continu. C'est un groupe qui vit comme cela. Donc, je pense qu'il se construit au fur et à mesure du temps.
voilà, malgré tout, rien que sur cette première partie de saison, c'est déjà en termes de points ce qu'on a fait de mieux sur nos premières parties de saison depuis 3 ans. Je note la stat, 27 points sur cette première moitié, c'était 24 et 24 sur les 2 premières. Exactement. Donc, mais non, puis après, c'est lié aux circonstances. Je pense que c'est aussi multifactoriel. Il n'y a pas de. Mais j'espère que ça sera encore le cas de pouvoir bien finir cette saison et de pouvoir s'asseoir là-dessus. La différence, c'est que sur nos 2 dernières saisons, à l'heure où je vous parle, on n'avait déjà plus grand-chose à jouer. Voilà. Parce qu'il y a 2 ans, il y avait déjà les barrages, mais je veux dire, on n'était pas si loin que ça, mais on était quand même déjà à un delta assez prononcé. L'année dernière, il n'y avait que 2 montées, et donc du coup, forcément, on était déjà très loin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'on soit capable de se servir aussi de ce qu'on a fait sur ces 2 dernières saisons pour pouvoir continuer à grandir sur la deuxième partie. Et on s'accroche. Voilà, parce que malgré tout, c'est aussi ça qui fait le sel de ce groupe-là, mais aussi du club. Voilà. Donc, il y a plein de choses à perfectionner. On a plein de détails sur lesquels on peut avancer. Par contre, je considère que malgré tout, on est une équipe déterminée, généreuse, de qualité, qui concède peu, qui amène beaucoup de situations dans la surface adverse. Voilà, c'est ce que tout coach aime, c'est-à-dire être capable de se créer beaucoup plus que ce que vous ne concédez. Maintenant, c'est lié aussi à de l'efficacité. Voilà. Et il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on amène un contexte favorable pour que les situations qu'on se procure et celles qu'on concède se concluent de manière positive. Voilà donc pour l'interview de Stéphane Dumont. Il y a quelque chose, c'est vrai, Gaëtan, que l'on voit depuis que Dumont est là, c'est que les phases allées sont toujours moins bonnes que les phases retour à Guingamp. On le disait dans l'interview, première saison de Dumont, c'est 10 points de plus en phase retour par rapport à la phase allée. Et 2022-2023, 7 points de plus, mais un classement, vous le voyez à l'image, encore plus parlant, 13e de la phase allée et 6e sur la phase retour. Alors Dumont en parle un petit peu, mais comment toi, tu analyses ça de ta position de suiveur? Je pense qu'il y a déjà les deux saisons sont, je trouve, bien différentes. Il y a la première 2021-2022 où il a repris une équipe qui avait bien fini la saison d'avant, mais où il y avait eu forcément beaucoup de changements parce que c'était vraiment un nouveau cycle là qui démarrait. Ça a mis un peu de temps à se mettre en route. Il y avait eu des prémices un petit peu de tout ça sur la première partie de saison. Quelques victoires, notamment celle contre Dijon, par exemple, qu'on avait retenue en étant mené 2-0, la victoire 3-2. Quelques autres matchs comme ça, la victoire à Auxerre aussi, qui avait été la première sous Stéphane Dumont. Et puis, vraiment, on a senti une équipe qui s'est construite, mais avec vraiment le pied sur l'accélérateur à partir du mois de février. Surtout janvier avait été un peu difficile. Février, c'était parti très fort. Et ce, jusqu'à la fin de la saison, on avait vraiment vu l'équipe monter en régime. Bon, c'était dans une suite logique. Et la suite logique s'est poursuivie, je trouve, jusque septembre, finalement, de la saison suivante. Et c'est vrai qu'il y a eu une cassure parce qu'on a vu finalement un effectif qui a montré ses limites en 2022-2023. Des leaders. Beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Hein. Il y avait eu, je crois, jusqu'à 9 blessés sur une même période. Des leaders qui ont parfois été un peu en difficulté aussi. Il a fallu reconstruire le secteur offensif parce que l'année dernière, mis à part Mehdi Merguem et Jérémy Livolan, et les autres étaient partis. Mchangama, Gomis, Pierrot. Il y avait eu beaucoup à reconstruire. On pouvait s'attendre finalement en voyant le début de saison à ce que ça parte mieux. Il y avait eu un gros creux et ça avait mieux fini, mais je trouve de manière plus nuancée, plus mesurée. On avait moins eu cet effet rouleau compresseur sur la fin de saison là, du côté d'en avant. Bon, ça s'explique par, on le disait, hein, en effet, il y a eu des blessures, il y a eu des leaders qui ont parfois été moins bons, des leaders qui ont été bons surtout comme Livolan sur une grosse période de l'année, moins ensuite. Courtet, lui, c'était le contraire. Il avait mis un peu de temps pour s'adapter. Il avait très, très bien fini. Voilà, il y a différentes explications. Et l'autre explication à cela aussi, c'est que Guingamp a surtout pris le dessus lorsqu'il n'y avait plus tellement d'enjeux. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est La une équipe France qui était championne du monde des matchs amicaux. Ouais, c'est ça. France, jadis. Là, c'était un peu, alors pas la même chose quand même, parce que ça restait de la compétition, mais voilà, c'est quand Guingamp était décroché du top 5 qu'il avait recollé, qu'il s'était même emparé de la 6e place. C'est quand il était décroché des 2 premières l'année dernière, puisqu'il n'y avait pas de play-off.
qu'il avait à nouveau réussi à revenir sur le haut de tableau, mais à chaque fois avec un manque d'enjeu à l'arrivée. Ouais, et donc là, par contre, l'enjeu, il est là. Guingamp est dans la bagarre. Alors, encore un tout petit peu loin. Alors, il est loin quand même des deux premiers, mais au moins, pour aller Ouais. chercher quelque chose de sympa, on voit que c'est l'objectif affiché. C'était l'objectif en début de saison. Ça l'est encore aujourd'hui. Donc voilà, on a peut-être quelques petits frissons qui s'annoncent parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend ça. Et puis surtout, notre grand frisson, on y vient, c'est maintenant. La réception du Stade Rennais en 32e de finale de Coupe de France. C'est un tirage au sort qui nous a d'abord fait sourire dans un premier temps, parce que bon, Ouais. forcément, avec le prisme guingampais, ce ne sont quasiment que des bons souvenirs. D'excitation aussi, parce que ça faisait un moment que Guingamp attendait ce genre d'affiche à Roudourou. Premier guichet fermé depuis 2018. Alors, c'était en Ligue 1 en août, lors du Guingamp PSG, où Mbappé était revenu en tant que champion du monde. Il y avait eu aussi guichet fermé pour le France-Islande, le match des champions du monde aussi en octobre, en match amical. Mais depuis, donc, le Roudourou s'est mis en configuration Ligue 2 aussi. Et puis, on a vu cette stat de la part du club qui est sorti. C'est très rare d'avoir, c'est même inédit, d'avoir guichet fermé pour un match de Coupe de France. Et ça, justement, Gaëtan en a déjà parlé. J'en parle dans le livre, ceux qui ont lu Micro ouvert. J'en parlais surtout au moment de l'Europa League. Je ne sais pas pourquoi. On a essayé de m'expliquer, notamment dans le podcast du Cop Rouge. On en a parlé avec Miko et Lucas. Pourquoi le public guingampais ne se passionne pas plus que ça pour les coupes? On se souvient de la demi-finale de Coupe de la Ligue 2019 qui s'était jouée devant Ouais. 10 000 spectateurs. Montpellier en 97, dans une autre configuration du stade, c'était 11 000. Même le Guingamp-Monaco, le match d'une génération, c'était 15 000. Alors c'était plein, mais c'était pas guichet fermé. J'ai toujours pas trouvé la réponse, Gaëtan. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. C'est vrai. Autant celui de Monaco, bon, je pense qu'on peut le mettre dans les matchs en effet qui ont cartonné. Là où c'était plus marquant, c'est alors la demi-finale 2019, Monaco aussi, mais en Coupe de la Ligue. Ouais. Bon, alors c'est vrai que oui, les gens étaient un peu blasés aussi, je pense, parce qu'en championnat, ça tournait pas, parce que beaucoup de Blasé par la supporters. saison et blasé aussi par le fait que ça arrivait souvent quand même des demi-finales à ce Ouais, moment-là. aussi. Là, on voit, c'est un 32e de finale, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Et parce que d'affiche comme ça aussi. beaucoup de supporters avaient sans doute fait du maintien la priorité plus que la Coupe de la Ligue. Et pourtant, c'est vrai que bon, cette coupe, elle nous permettait de voir de temps en temps un petit peu de victoire, ou même si c'était au tir au but, Ouais, mais en oui. tout cas, voilà, de passer, quoi. J'étais très surpris, moi, sur la demi-finale de Coupe de la Ligue 2019. Après, c'est vrai que sur l'Europa League, bon, c'était le jeudi soir, des fois des horaires un peu particuliers aussi, 18h45, je Oui, crois. oui. C'est franchement pas toujours évident. Alors, une fois, ça va, mais quand c'est 3 fois dans la saison, il y avait enfin 2 fois, peut-être que 2 en effet. Mais quand même, et puis c'était peut-être un coût supplémentaire aussi pour les gens qui étaient abonnés Mm. déjà sur la saison. On se dit, oui, ça arrive pas tous les ans la Coupe d'Europe, mais bon, chacun a aussi ses priorités. Et bon, peut-être qu'il y avait cet aspect-là qui était entré en ligne de compte. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs de coupe, et surtout les premiers tours, la phase de groupe en Ligue Europa. Les premiers tours de coupe aussi, même parfois c'est gratuit, par exemple pour les abonnés, on a déjà vu ça sur certaines Mm. saisons, ça n'attire jamais les foules, alors que pourtant ça change du quotidien, de l'ordinaire. Moi j'aime beaucoup ce genre de match-là. Ah ouais. Bon, on se souvient les premiers tours de 2008-2009 contre Dinard, la Vitréenne. Je ne sais même pas s'il y avait 1000 spectateurs dans le stade. Ouais. Même le Guingamp-Le Mans, alors qu'il s'était joué un mardi à 18h, je crois, il devait y avoir 5 ou 6 000 spectateurs, comparé aux 20 000 presque qui étaient là pour la remise de la Coupe. Bon, ça, c'est autre chose. D'ailleurs, le record d'affluence de Roudourou pour un match de Coupe de France, ce n'est pas Guingamp qui l'a, c'est Pontivy contre Monaco au début des années 2000. Ça avait flirté avec les 18 000. Là, dimanche, il y aura entre 16 500 et 17 000 spectateurs parce que les coursives, les places populaires debout derrière les buts ne sont pas ou plus ouvertes pour des raisons de sécurité. Donc, on sera configuration un petit peu Europa League. Donc, 16 500, 17 000 spectateurs. Rennes, justement, qu'en pense Stéphane Dumont? Quelle est aussi son analyse par rapport et ses attentes par rapport au guichet fermé? Parce que c'est la première fois que lui et son équipe vont jouer dans un Roudourou plein à craquer. Voici sa nouvelle partie d'interview. Bon, on le prépare de manière sereine, on le prépare de manière pointilleuse. On sait contre qui on va jouer. Voilà, une équipe de qualité, club de qualité. Enfin voilà, aujourd'hui c'est une équipe qui, enfin je l'ai dit, a tiré Milan pour sa Coupe d'Europe dans un mois. Non, il faudra qu'on voit un grand Guingamp, voilà, un Guingamp haut de gamme, et faire en sorte qu'on puisse
mettre Rennes dans un mauvais jour. Voilà. Ça, c'est déjà le premier objectif. Et après, on travaille comme on le fait régulièrement. Alors, on reprend après une petite trêve, donc on prépare le match de coupe, mais on prépare aussi toute la deuxième partie de saison. Donc, les choses s'emboîtent aussi. Mais non, on est malgré tout impatient de vivre ce moment-là et de pouvoir aller chercher, que ce soit sur un plan collectif, sur un plan du staff, du club, sur un plan individuel, la capacité à mettre tous les ingrédients et le contexte favorable pour pouvoir être au prochain tour. Il y a un paramètre fort aussi. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous en avez parlé? C'est le stade à guichet fermé. On annonce 17, 18 000 spectateurs peut-être pour ce match. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec les joueurs, avec l'équipe, pour les préparer un petit peu à tout ça? Parce qu'il y a déjà eu des belles ambiances, notamment le dernier match contre Concarneau, mais là, ça sera plein à craquer. Ouais. Non, on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas. On l'a évoqué, mais on n'en a pas parlé parce qu'on s'est revu que 3 jours et on était plus sur la fin d'année et sur comment on a vécu la première partie de saison. Maintenant, on se replonge de suite sur la deuxième et notamment ce match. Mais forcément, oui, c'est plaisant. Alors, on espère que ça soit la majorité de Guingampais. On espère que ça fera en sorte que les gens puissent continuer à venir, quelle que soit l'adversité. Mais forcément, d'avoir le stade plein, c'est quelque chose qui est très peu arrivé, qui n'est quasiment. Enfin, on disait que même en coupe, il y a eu très peu de moments où ça a été le cas. C'est lié à l'adversité. Je pense que c'est lié aussi au fait que les gens ont besoin de ces moments-là et qu'on est en capacité en ce moment de leur amener ça à notre échelle. Voilà. En faisant pas tout bien, mais en faisant quand même malgré tout de très bonnes choses. Donc, c'est toujours pareil, il faut qu'on soit capable de se servir de ça. C'est un contexte parmi un autre, mais il faut qu'on soit capable de l'appréhender de la meilleure des manières, mais par contre de le tirer de manière positive. Et je pense que voilà, c'est un club qui a besoin d'aller chercher des émotions, parce qu'il s'est construit là-dedans. Et aujourd'hui, je pense que les joueurs ont besoin d'être lucides, d'être froids, mais malgré tout d'être portés par ça. Je pense qu'il faut qu'ils ne soient pas freinés à ça. Et j'espère qu'on sera poussé pour ça. Et puis forcément, on parlait de nos réactions au tirage au sort. Gaëtan, on a pensé à Rennes, on a pensé à la Coupe de France, au fait que ça va être guichet fermé, mais aussi nos regards et nos pensées se sont dirigés vers un gamin, Ludovic Blas, qui a récemment fêté, je crois que c'est 26 ans, le 31 décembre. Le retour de Ludo Blas, ça aussi, ça rajoute un peu de... Bon, non, pas de piment, si, du piment, mais voilà, encore une belle histoire dans ce derby. C'est ça, parce que ça reste un joueur formé au club, alors qu'il est parti, c'est vrai, sur l'année de la descente, malheureusement. Mais, enfin, quoique, il a commencé la suivante, mais bon, voilà, c'est parti sur une période un peu plus compliquée de l'histoire du club. Mais formé à Guingamp, c'est la première fois qu'il va revenir aussi. Ce serait la 3e, 4e fois. Bon, ce serait peut-être différent, mais là, c'est la première fois. De manière officielle. De manière officielle, mais qu'il va revenir et voilà, rejouer un match officiel contre Guingamp. Première fois, il y a forcément voilà, le plaisir de recroiser les anciens. C'est malgré tout un joueur qui, même s'il est parti en effet sur une période plus difficile, a laissé un bon souvenir malgré tout globalement à Guingamp. Ouais, oui, ça rajoute un petit quelque chose. Et puis on aime souvent revoir les anciens comme ça revenir aussi à la maison. Ouais, on avait rencontré Ludovic Blas après le Rennes PSG cet automne en Ligue 1. Vous avez sans doute déjà vu cette interview, mais on ne résiste pas à l'idée de vous reproposer la dernière question qu'on lui avait proposée par rapport à son rapport avec En Avant. Justement, quels sont tes liens encore avec En Avant? Est-ce que tu regardes toujours les matchs, par exemple? Il y a un peu moins de joueurs que je connais, mais ouais, c'est sûr que quand j'ai l'occasion, je regarde, parce que ça me tient à cœur aussi de regarder et de les voir évoluer en espérant les voir monter un jour pour pouvoir y retourner, parce que je viens de là-bas, j'ai fait 7 ans et demi, 8 ans de ma vie là-bas, donc je dois beaucoup de choses à ce club.
Une petite pastille. Alors, on n'était pas encore époque à la Guingampès, Gaëtan, mais tu te souviens, Ludovic Blas était revenu avec Marcus Coco pour le match des 110 ans du club organisé par les Calonnes Issaroudourou. Ils s'entraînaient le samedi matin à Nantes. Ils étaient venus jusqu'à Guingamp pour participer à ce match, pour aller et rester même très tard au repas des bénévoles après le match. Et puis, on avait animé un jeu avec eux. On refait le but, idée originale d'Arnaud Toudic que tu avais animé avec Georges Cadieux et puis moi-même qui était un petit peu derrière pour filmer. Alors, on était là, Ludovic Blas, regardez, il essayait de refaire sa fameuse demi-volée au Parc des Princes. C'était devant le COP Rouge. Elle rebondit. C'est bon. Franchement, il avait été bon. Il avait été bon, Gaëtan. C'est pas lucarne absolue, mais c'était quand même pas mal et très sympa de sa part. D'ailleurs, tous les joueurs qui avaient dû refaire leur but avaient réussi. Le corner direct de Carnot, le coup franc de Giresse à Laval, et puis il y avait eu Martins Pereira, forcément, aussi pour la volée au Stade de France. Bon, il avait réussi au 3e essai, parce que les 2 autres avaient fini dans le décor, dans le COP Rouge. Mais chut. On arrive à la rubrique Vintage et au sondage que nous avons fait avec vous, chers amis supporters. Alors, on a pris le parti de ne se concentrer que sur les Guingamp-Rennes à Roudourou. C'est vrai qu'on aurait pu vous demander quel Rennes-Guingamp ou Guingamp-Rennes vous avez préféré. Donc, forcément, on aurait pu parler de celui-là, le en avant tout, le Rennes-Guingamp de 2009. On aurait forcément pu parler aussi de l'Amour Armor 2014, la 2e finale. On aurait pu reparler aussi du but d'Enba Koto à la 92e ou du 3-0 aussi en Ligue 1. Non, on s'est concentré donc sur les Guingamp-Rennes à domicile. On a d'abord, dans un premier temps, demandé aux auditeurs, Gaëtan, de nous donner comme ça leurs propositions. On en a choisi 4 parmi les 4 qui sont ressortis. Quels étaient-ils et quel est le classement par ordre, allez, on va dire décroissant jusqu'au premier, Gaëtan, parce que c'est une énorme surprise pour nous deux. Oui. Alors, sans trahir de secret, nous, on avait tous les deux le même qui nous venait en tête. On en parlera après. Et on en parlera après. Il est dans ces 4-là. Mais ce n'est pas le numéro 1, puisqu'on l'a dit, c'est une surprise pour nous. Alors, celui qui arrive en 4e position, c'est le match de Coupe de la Ligue, 16e de finale en 2010-2011. Victoire 3-1 à Roudourou, donc face à Rennes. Guingamp qui était en national à l'époque et Rennes était en Ligue 1. C'était un tout petit peu plus d'1 an après la première Coupe de France gagnée. Victoire 3-1, Guingamp qui était en plus mené 1-0. La 3e position, c'est pour la victoire 3-0 en 2002-2003 à Roudourou avec emballant Guingamp et cette première place de Ligue 1 à l'issue de ce match et donc de cette victoire. 2e position, c'est un match là beaucoup plus récent, saison 2017-2018. Guingamp l'avait emporté 2-0 face aux Rennais, des buts de Briand et de Diallo, tous les deux en photo. Oh, hein. D'ailleurs, c'était, je crois, le dernier match de Christian Gourcuff, où ça doit correspondre. Ou un des derniers. Je crois que c'est le match qu'il a condamné, mais il est peut-être parti un match après. Voilà. Et regardez le petit jeu de mots de l'équipe par rapport à ça, justement, parce qu'on vous a montré, vous la connaissez, la une de 2009, qui est donc en avant toute, après la victoire d'en avant, la première Coupe de France, eh bien dans l'édition Bretagne de l'équipe après ce match de 2017, c'était ça. En arrière toute, voilà. Donc il y avait un lien de corrélation aussi. Donc on a dit 4e 2010, 3e 2002, 2e 2017, et celui qui est arrivé en tête et en plus assez nettement, eh bien, c'est la victoire 2-1 face à Rennes en 2018-2019, janvier 2019, la saison où Guingamp descend. Guingamp, c'est vrai, s'impose face à Rennes, 2-1, des buts des Bois et de Do, contre un but de Mbanyang, le billet du match à la fin de la rencontre. J'ai même pas l'article du journal parce que pour moi, il était insignifiant ce match. Ouais, parce que alors, c'est vrai que c'était une éclaircie dans la grisaille de cette saison-là, comme les matchs de Coupe de la Ligue, par exemple, mais ça reste, c'est vrai, dans une saison que tout le monde avait envie d'oublier un petit peu. Et ben c'est celui-là qui est arrivé en tête. Comme quoi, finalement, les souvenirs des uns et des autres sont parfois difficiles un petit peu à bien cerner. Ça correspond aussi peut-être à l'âge de certains votants. Il y a peut-être beaucoup de jeunes qui nous ont donné cet avis-là, mais en tout cas… C'est surtout sur Instagram que ça a voté. Est sorti.
C'est sans doute Et pour voilà. ça que les plus jeunes ont voté. Il me semble que sur Facebook, c'était 2002 qui arrivait en premier. Oui. Et sur Facebook, c'est un peu plus des anciens qui nous suivaient. Sur Twitter, c'était lequel? Sur Twitter, c'était relativement partagé. Je crois que c'était 2017 qui arrivait en premier. Ah ouais, c'est Mais étonnant. suivi d'assez près par 2010 de mémoire. Ouais. Donc, écoutez, voilà, c'est étonnant. Alors, il y a certains Rennais aussi qui nous ont trollés, comme on dit dans le jargon, avec celui-là, le Guingamp Rennes de mars 2001. Alors, j'aime bien me retrouver dans ma collection un billet, et apparemment, il y a quelqu'un qui, sur ses billets, sa collection mettait le score en dessous. Vous voyez, le 1-6. Voilà, c'était la plus large défaite de l'histoire des derbies pour Guingamp, 6-1 à domicile, avec un certain Jocelyn Gourvenec aussi qui jouait du côté de Rennes à ce moment-là. Gaëtan, moi je vais te proposer quelque chose dans cette émission d'avant-match. Là, vous le voyez peut-être, vous reconnaissez, on est dans la salle de conférence de presse. Je vais prendre mon téléphone, je vais descendre d'un étage, on va aller dans le vestiaire parce que pendant les visites, on a fait un petit atelier, en tout cas un petit endroit spécifique Guingamp-Rennes. Et en avant-match, à chaque fois, on va vous présenter un maillot. Mais là, pour cette première, on va vous en présenter 5 en lien avec des Guingamp-Rennes. Téléportation. C'est parti. Et voilà, téléportation. Pendant toutes les visites à Noël, pendant les fêtes, eh bien, on avait une partie du vestiaire réservée aux maillots spéciaux autour des Guingamp-Rennes ou des Rennes-Guingamp. C'est vrai, on en parlait à travers le sondage. Les meilleurs souvenirs contre Rennes sont souvent soit au Roazhon Guingamp Park ou surtout au Stade de France. Premièrement, ici, un petit atelier avec 2 cases réservées à la finale 2009, avec notamment le fanion aussi de la finale du Stade Rennais. Sachez que pour les collectionneurs, c'est toujours plus facile de récupérer les fanions des équipes qui perdent les finales. Donc c'est pour ça qu'on est très très content d'avoir eu en 2009 le fanion du Stade Rennais. Ici, vous avez le suite d'entrée des joueurs sur la pelouse pour tout le protocole, la poignée de main avec le président de la fédération, la Marseillaise, etc. Et puis forcément, le maillot de match, maillot spécial porté une seule fois. C'était sur cette finale au Stade de France en 2009, magnifié par Eduardo. Ensuite, maillot de la finale 2014 avec les signatures de tous les joueurs qui étaient dans le groupe. On a du Sorbon, on a du Diallo ici, du Martins Pereira, Carbrat avec son numéro 29. Et puis, un petit peu plus tard, des maillots très spéciaux puisque c'est l'une des seules fois de l'histoire où Guingamp a eu ce qu'on appelle la cartouche ou le match detail, c'est-à-dire le nom du match sur son maillot. Alors là, c'était même pas Guingamp-Rennes, c'était Celtico avec, vous le voyez, le nom du match inscrit en breton avec la date. Là, c'était un match nul, un but partout. C'est un maillot porté ce jour-là par Sloan Priva, l'attaquant d'en avant. Et puis, un an plus tard, là aussi, l'un de nos meilleurs souvenirs contre Rennes, c'était au Guingamp Park avec ce maillot donc de l'année 2017-2018. C'était le premier match de Clément Grenier à Guingamp. Et le buteur, vous en souvenez tous, notamment de la minute. Voilà, c'était beau. Tac, voilà, on est de retour en haut. T'as vu, j'ai monté ça super vite. Avec donc le quiz. Bon, comment on fait? Qui commence? En fait, donc on aura un quiz. On va se challenger chacun de son côté. Bon, et qu'est-ce qu'on a à gagner? Des profiteroles en fin de saison? Je sais pas. Bah écoute, parfait. On va y réfléchir. Bon, allez, moi ça me va super bien. Quiz donc. Gaëtan a préparé quelque chose de son côté. Moi aussi. Donc on va voir. Tu commences ou je commence? Vas-y, commence. Alors, moi, je vais te demander, justement, c'est en lien avec le choix de nos amis auditeurs. Le 11 de Guingamp, le 16 janvier 2019, contre Rennes, pour le dernier Guingamp-Rennes de l'histoire à Roudourou, parce qu'il y a eu le fameux Rennes-Guingamp depuis avec le péno de Thuram raté à la dernière minute. Quel était le 11 de Guingamp ce soir-là contre Rennes? Allez, c'est parti. C'est un peu embêtant parce que j'avais préparé le même. Et est-ce que tu as regardé les réponses? Non, je l'ai pas sous les yeux. Donc je peux y aller. Caillard dans le but. C'est bon. Il devait y avoir aussi Carbrat. C'est bon. Sorbon. C'est pas bon. Rebocho. C'est bon. Traoré. C'est bon. Do. C'est bon. Eboa. Bah oui, c'est lui qui joue derrière. Ah bah ça compte pas du coup. C'est une faute. Piri. C'est bon. Blas. C'est bon. Qui avait fait un énorme match ce jour-là. Ouais. Je crois que c'était peut-être c'est le meilleur à Guingamp.
Il te manque on prend 3 devant joueurs. Thuram, Oui, c'est bon. Coco C'est bon. et Roux. Ah là là, ouais, j'étais sûr que tu n'avais pas regardé les réponses, toi. Non, bah non, sinon je me serais pas trompé sur Sorbon. Hein, Non, j'aurais fait sans je faute. te crois, je te crois. En plus, tu as Tu peux les me joues piéger rouges. sur les entrées en jeu, à la rigueur, je les ai pas notées. Ah, moi non plus. Sur le banc, il y avait Johnson, Coco, Sorbon, Fofana, Didon, Bakoto, Rodelin. Voilà. Bon, Ouais. alors, du coup, est-ce que tu as prévu un plan B? Alors j'ai prévu un plan B, et alors juste le temps que je le reprenne, mais ça va être le Guingamp-Rennes, à domicile, hein, évidemment, de la saison 2013-2014. Ouh, ok. Alors, attends juste une seconde que je reprenne ça en main, que j'ai tout sous les yeux et que je ne t'induise pas en erreur quand même. Faut qu'on parle Mais là, on de, remonte un petit peu dans les souvenirs quand même. Hein. il faut qu'on parle de notre Guingamp Rennes préféré parce qu'on a le même. Je le garde, je l'entoure sur ma fiche. Et, Après le quiz, on le fera. Donc, il faut que je batte 10, c'est ça? oui, et si, ouais, bah oui, bah 10 puisque j'ai fait 10, oui. Alors, déjà, Hop, et je vais te le donner. Donc tu peux y aller quand tu veux. dans le but, c'est Ndi Asembe. Parce qu'à 0-0, il nous sauve. C'est bon, Charnière, Carbrat Sorbon. c'est bon aussi. Latéral droit, Martins Pereira. Ça, c'est pas bon. Latéral gauche, j'ai peur de me planter. Le maître. C'est bon, Milieu de terrain, Matisse, c'est bon, Sankaré, c'est bon aussi. Yatabaré, Mandane devant. Oui, Et alors, sur les côtés, on marque sur un corner, mais qui tire le corner? Je me demande si c'est pas Attic. Je vais mettre Attic. c'est bon. Et à gauche, c'est Beauvu, Langille ou Giresse. Giresse, il est titulaire au match retour. Mais est-ce qu'il est titulaire à l'aller? Beauvu, c'est un moment où il n'était pas super dans la saison, donc je ne vais pas le mettre. Je vais mettre Giresse. C'était Beauvu. C'était Là, Beauvu. j'ai quoi? J'ai 9? Et le piège au latéral droit, c'était Baïsama Sanko ce soir-là. J'ai hésité, ouais, je le voyais, mais l'année suivante surtout. Ouais. 9 sur 11. Et moi 10, j'ai gagné. Bravo. Bon, bah, bravo. Non, mais voilà. Juste avant de terminer, on en parlait tout à l'heure sur le choix des auditeurs. Finalement, c'est celui qui est arrivé le dernier des 4. Oui. Nous, notre préféré à tous les deux, voilà, c'était celui-là. Le 2010. remake, un an après la Coupe de France 2009, tu en as un petit peu parlé, mais ouais, c'était. Et puis pour plusieurs choses. Parce que Rennes, déjà, ouvre le score très vite. Rennes, en plus, à ce moment-là, est leader ou pas loin de Ligue 1. Guingamp vient de descendre en national. On se souvient du tifo du Cop Rouge avec la Coupe de France levée. Alors, je ne vais pas faire le geste, mais avec les doigts d'honneur en mettant 97, tu pleurais. 97, tu chambrais. 2009, tu pleurais. Parce qu'en fait, c'était une réponse du Cop Rouge à un tifo du RCK, du Cop Rennais, sur un Rennes-Guingamp qui avait eu lieu après le Guingamp-Nice, où il y avait eu le même tifo avec la coupe et les doigts d'honneur que je ne vais pas faire. Donc voilà, Guingamp s'était servi de ça. À la mi-temps, on se souvient aussi d'une banderole dans le parcage rennais. Le national, c'est de la balle, parce que Guingamp venait de descendre en national. Et à la fin, quand Guingamp menait 3-1, le Cop Rouge a mis « c'est nous qu'on a encore gagné ». Voilà, c'était extraordinaire. Puis vous ferez attention peut-être sur le résumé que le club a publié. Je crois qu'on marque le 3e but quand le COP scande 9 mai 2009, il chante ça et paf, il y a le 3e but de Diallo. Et puis en plus, sportivement, de la vue chambrage, etc., Gaëtan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a l'impression que c'est un peu aussi le premier gros coup de l'ère Gourvenec. Parce que Gourvenec qui vient d'arriver, on est en national. Le début de saison, il n'est pas fou en plus, hein, en championnat national. Beaucoup de matchs nuls, ouais. Beaucoup de matchs nuls. Et là, tu bats Rennes et c'est vraiment le premier grand temps fort de l'ère Gourvenec. Ouais, la Coupe de la Ligue avait lancé la saison, parce qu'on se souvient que le premier match officiel de Gourvenec, c'était de la Coupe de la Ligue à Grenoble, club de Ligue 2 à l'époque, enfin qu'il est encore aujourd'hui, mais victoire là-bas, victoire contre Evian qui était aussi en Ligue 2, dans un scénario aussi assez sympa en prolongation. Et puis c'est vrai que le gros match, Guingamp-Rennes, un peu plus d'un an après la finale de 2009, il y a quand même 2 divisions d'écart sur ce coup-là. Ouais, c'est le premier gros coup, et puis avec la manière, parce que Guingamp est mené, derrière il y a un renversement de match assez fou, une deuxième mi-temps
dingue aussi avec des buts de Diallo et de Soli. C'est Knockaert qui avait égalisé avant. Il y a un moment fort dans ce match aussi, c'est le changement. Alaoui se blesse, alors malheureusement pour lui, Alaoui se blesse, mais du coup Knockaert rentre, il court partout et il fout le feu dans la défense de Rennes et il marque le 1 partout. Ouais. Et on voit vraiment là pour le coup une équipe, on retrouve l'esprit coupe qu'on avait vu en fait sur les quelques mois précédents, avec une équipe vraiment capable de renverser tout le monde sur ces matchs de coupe. Ça paraissait quasi impensable parce que comme tu le disais, Rennes était très bien à ce moment-là en Ligue 1. Puis Guingamp avait pas pour objectif la coupe évidemment cette année-là, hein, c'était la remontée en Ligue 2. Et puis ça permettait, comme c'était le premier coup aussi sur Gourvenec, de découvrir un petit peu aussi ce que Gourvenec était capable d'amener dans ce genre de match. Et ce qu'on attend un petit peu d'ailleurs sous Stéphane Dumont maintenant, parce qu'on n'a pas eu pour l'instant de vraies palpitations en Coupe de France depuis l'arrivée de Stéphane Dumont. Ça peut être l'occasion là justement d'en vivre une vraiment, de vivre un moment un petit peu hors du temps, comme ce Guingamp-Rennes de Coupe de la Ligue 2010. De grands souvenirs, notamment sur le deuxième but de Soli. J'avais été debout sur le banc de la tribune de presse. Là, vous nous voyez à la Guingampès, des fois on se lève, mais là, debout. Ouais. C'était un grand moment. C'est bien gentil tout ça, mais on n'en est pas arrivé à ce que les gens attendent. Le résultat du jeu concours. Je ne sais pas si tu as les places avec toi ou pas loin, Gaëtan. Elles sont là. Alors, montre-les sans montrer les places exactes pour ne pas se faire avoir, pour ne pas avoir des petits rigolos. Alors, les 2 places donc offertes par Ala Guingampès. Je vais retourner l'autre, comme ça on est sûr de ne pas… Ouais, voilà, superbe. Les 2 places. On va faire comme à la Star Academy, en tribune Côte d'Armor. C'est la tribune présidentielle. On ne s'est pas foutu de vous, les amis. Le vainqueur s'affiche comme à Star Academy en bas de votre écran. Bravo. On vous contacte en privé pour que vous puissiez récupérer soit les billets à la boutique samedi, soit à la billetterie du stade dimanche. Mais en tout cas, voilà, on est super heureux de vous offrir la possibilité de suivre ce Guingamp-Rennes tant attendu. Donc, rendez-vous dimanche, match à 14h30. On prendra l'antenne à la Guingampès vers 14h15. On vous le rappelle, vous le savez, si le réseau suit, c'est sur Facebook, YouTube, Twitch. Si ça ne suit pas, on se contentera simplement de Facebook. C'est un gros test aussi pour nous, Gaëtan, de pouvoir assurer la retransmission dans le stade plein. C'est souvent des questions qu'on s'est posées. Bon, à Saint-Etienne, à 18 000 spectateurs, c'est passé. À Angers, avec 10-12 000, c'est passé. Voilà, réseau de Roudourou. Guingamp, ça passera. Voilà, on verra. En tout cas, donc, au pire, ça sera sur Facebook. Et puis surtout, pour ceux qui sont dans le stade, eh bien, vous pourrez garder également vos anciens réflexes avec la zone mixte en direct avec Gaëtan qui sera en zone mixte ou moi. Bon, on va voir. On fera un tirage au sort. Et puis, une dernière petite chose, évidemment, si vous voulez vous la péter avec la casquette, avec le mug, pourquoi pas, et même le décapsuleur. Les mugs, ils marchent pas mal. Hein. C'est vrai. C'est à la mode. Dans mon stock, j'en ai plus qu'un dans mon stock. Là, donc, on va t'en ramener. Donc voilà, allez-y, c'est sur le alaguingampese.com dans la rubrique boutique. On fera un plaisir donc de vous envoyer tout ça. Et puis également pour revivre des grands moments avec notamment aussi pas mal d'extraits sur des Rennes Guingamp, Guingamp Rennes. Voilà, micro ouvert avec notre Eduardo National aussi sur la couverture. Ça, c'est, vous voyez en bas, sur le pierrehd.com. Et n'hésitez pas, si vous le commandez par Internet, à mettre une petite note après votre commande. Si vous voulez une dédicace, je vous ferai ça avec plaisir. C'était la première d'en avant-match. Gaëtan, il y en aura beaucoup d'autres. Déjà dès la semaine prochaine, avant le match à QRM. Mais là, c'était cool de commencer sur ce Guingamp-Rennes. Ça fait des mois et des mois qu'on a cette petite émission d'avant-match en tête. On n'aurait pas franchement pensé que ça allait commencer pour un Guingamp-Rennes. C'est vrai, ça démarre fort. Allez, c'est parti. Guingamp-Pès. Bon match. À dimanche. Ciao, ciao.